Le professeur est avec nous autres, Benjamin. Bonjour, salut. Denis, ça va bien. Hey, des héros québécois, on n'en a pas une tonne, mais en même temps, dans les dernières années, on a eu quelques films pour les ramener un peu au goût du jour. Tu sais, il y a eu un bon film sur Maurice Richard avec Roy Dupuis. Louis C, tu parlais tantôt. Louis C, qui est un très bon film aussi, puis des histoires, tu sais, qu'on se fait raconter, puis on n'est jamais sûr qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui a été romancé, qu'est-ce qui est devenu légende et ainsi de suite. Mais là, aujourd'hui, tu nous parles du Rambo québécois, ni plus ni moins, puis ce gars-là mérite un film, sinon 2 ou 3. Il mériterait une série Netflix au complet. Véro l'a évoqué tantôt, je pense que c'est ça le plus réaliste. Actuellement, Netflix permet qu'il n'y ait plus de frontières. On s'intéresse à ce qui se fait à l'étranger. La Deuxième Guerre mondiale, je pense que tout le monde s'intéresse un petit peu à ça. Imagine le bon film ou la bonne série qu'on pourrait faire à partir de cette histoire-là. Ben moi, en lisant aujourd'hui sur Léo Major, je pense que la série a été faite. Ça s'appelle The Punisher. Ça ressemble à ça pas mal, là. Écoute, hey, on s'installe. On parle de ça. Léo, regarde, à la fin de la chronique, Denis, je pense que tu l'as bien introduit. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir appeler leurs enfants Léo Major. C'est probablement le plus grand héros de guerre qu'a connu le Québec et le Canada même, on dirait. Puis pour vous donner une idée, là, c'est même plus que ça. Aujourd'hui, on le connaît mal au Canada, mais Léo Major, l'histoire qu'on s'apprête à raconter, c'est reconnu comme étant le plus grand soldat d'infanterie du 20e siècle. Là. On parle pas tout, là. On parle pas juste d'un héros qui a sauvé 2-3 personnes puis qu'on a ramené en applaudissement avec une larme aux yeux. On parle de quelqu'un qui a traîné l'armée sur son dos pendant des mois. À lui tout seul a fait pratiquement la job d'une petite armée. Exactement. Fait qu'on va retourner en 1940 pour comprendre. C'est notre Chuck Norris. Ouais, c'est notre Chuck Norris, c'est une bonne expression. Fait qu'on retourne en 1940. Le kid Léo Major a seulement 19 ans à ce moment-là. C'est un kid, plus jeune que moi encore. Il s'enrôle dans le 22e régiment. Puis là, il se rend compte que le 22e, ce sera pas le premier à être déployé en Europe. Lui, il s'engage dans l'armée, puis c'est pas une conséquence, pas un conscrit. Il voulait aller libérer l'Europe. Fait que là, s'engage dans le 22e, ici, pas loin, puis il apprend, non, c'est le régiment de la Chaudière qui va être déployé en premier. Fait qu'il il va demander un transfert pour être envoyé dans le régiment de la Chaudière. Moi, je change de place, je veux y aller. Pour être envoyé premier en Europe. Fait que là, 6 juin 1944, on le sait tous, c'est le plus grand débarquement dans l'histoire de l'humanité, le plus grand débarquement terrestre, l'opération Overlord, débarquement de Normandie. Ouais. C'est là qu'il va connaître la première fois de l'action. Fait que Léo Major débarque et puis il va participer à l'assaut réussi de Juno Beach. C'est un baptême de feu? C'est un baptême de feu. Le mot s'applique effectivement parce qu'on connaît les comment on dit en anglais, les casualties, les blessés, les morts qui sont revenus de la bataille du débarquement de Normandie qui, disons-le, au sens stratégique a été une réussite, mais au sens militaire a été un échec total à énormément d'égards. Et donc, beaucoup d'hommes vont payer de leur vie au débarquement. Léo va connaître il s'embarque en 1940 à 19 ans. Fait qu'à 23 ans, connaît sa première action en débarquant en France sur les plages de Normandie. Rendu là, il réussit à se rendre sur la plage, fait partie de ceux qui réussissent à se rendre. S'avance un peu et avec un de ses amis, sa mission donc c'est d'avancer évidemment dans le territoire français puisque c'est quelqu'un de débarqué, il doit les rejoindre, les parachuter. Donc doit avancer dans le territoire français. Puis là avec un de ses collègues, il tombe sur un blindé avec 3 Allemands à l'intérieur. Fait que là il se cache dans les brousses. Puis c'est là que ça commence. Son premier coltaillage si on veut avec les Allemands. Je l'aime ton scénario de film. Ouais, il est bien expliqué, j'essaie de vulgariser un peu. Fait qu'il voit ces 3 et là il se cache dans les brousses. Puis son chum tire sur un de la gang qui meurt. Il y en a un autre qui lui est blessé, qui va être pris prisonnier. Puis le 3e, ça c'est Léo qui le tire, c'est le chauffeur. Lui il dit, écoute, un beau blindé. Fait qu'il le tirera pas dans la tête, il le tirera pas mortellement, il va le tirer volontairement dans l'épaule pour être capable de blesser le chauffeur seulement parce qu'il se dit que là, un beau blindé, ça serait pas pire ramener ça à la base, on est quand même loin. Ça fait qu'il ramasse effectivement le blindé, il se retourne à la base avec un prisonnier puis un blessé, donc 2 prisonniers à bord. Et là, les gens, ils sont complètement épatés, tous ses collègues, les soldats qui sont sur place sont comme, mais c'est qui ce détraqué qui débarque avec le blindé allemand? Et lui, il va laisser ça là et quelques jours plus tard, on va apprendre en fait que son blindé était bourré de livres de codes secrets allemands. Fait que déjà là, il devient une espèce de légende dans la base. Déjà, c'est comme le kid de 23 ans qui a apporté tout de suite sa première journée un blindé. Ça fait que là, déjà, il commence à être élevé tranquillement dans la base. Et peu de temps après, il repart avec 3 soldats. Fait qu'ils sont 4. Il tombe sur 5 Allemands. C'est la 2e altercation. Tombe sur 5 Allemands et là, c'est vraiment dans un effort de coordination incroyable, vraiment extraordinaire là, au niveau militaire. Les 4 Canadiens vont être capables de tuer 4 des Allemands d'un seul coup. Le 5e,
normalement, les Allemands auraient dû avoir la prérogative. Ils sont plus nombreux. Ouais. L'échange de balles aurait dû être à l'avantage. Le dernier, lui, va être blessé mortellement aussi, mais en tombant, il lance une grenade au phosphore, qui est une grenade vraiment toxique puis vraiment extrêmement dangereuse, notamment pour la vision. Elle explose à côté de Léo Major, puis Léo Major va perdre la vision à cause de ça. Il va perdre son œil gauche, littéralement. Alors là, il se ramasse donc dans un hôpital de campagne, une espèce de petit hôpital de brousse là pour les soldats, puis on lui dit, bon, ben mon ami, la guerre est finie pour vous. T'as perdu la vue d'un œil, Charbel. Oui, tu t'en vas à la maison. Écoute, on se coupe des doigts pour pas aller à la guerre. Fait que tu perds ton œil. C'est plus aussi efficace. Mais pendant que des gens se mutilaient au Québec, le petit doigt pour pas aller à la guerre, lui, il manque un œil puis il dit, hey, no fucking way, moi, ma guerre est pas finie. Exactement. Il répond mot pour mot, là, la déclaration. Il dit, non, c'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. Ils peuvent pas fonctionner sans moi. Puis il ajoutera à ça, j'avais pas la citation exacte. Belle humilité. Mais il ajoute, de toute façon, il dit, c'est mon œil gauche, puis je tire avec mon œil droit. Je suis correct. Je suis correct. L'autre me servait à rien. Je le ferme de toute manière. Ça fait qu'il va, puis là, lui, il est bien content, en fait, parce que le médecin, il a été époustouflé. Le médecin va dire, bon, OK. Donc, il lui fait un petit bandage, un peu comme tu vois, là, un bandage d'œil par-dessus l'œil, là, juste vraiment assez redneck. Puis lui, il est super content parce qu'il se dit, j'ai l'air d'un pirate. Carrément, il écrit ça. Il écrit ça dans son journal, il dit, j'ai l'air d'un pirate. Ça fait qu'il ramasse ses affaires et il va aller rejoindre son unité encore. Là, il arrive au front. C'est une journée froide, tu sais, tout le monde est pas mal. Le moral est pas si bon que ça non plus, même après le débarquement, parce que les Allemands sont retranchés, puis les Allemands connaissent encore une opposition assez incroyable. Là. C'est loin d'être réglé la Deuxième Guerre mondiale. On a tendance à penser qu'après le débarquement de Normandie, les choses étaient faites, mais c'était loin d'être le cas. Donc lui débarque et là, il est gelé, il est mouillé, et il voit au loin 2 Allemands. Justement. Puis c'est une journée froide, c'est vraiment pas belle. Puis là, il voit 2 Allemands au loin, lui il est caché dans la brousse, puis justement, il dit, mot pour mot, je suis gelé et mouillé à cause de vous. Vous allez payer. En parlant des 2 Allemands. Qui se dit quand j'ai frette aujourd'hui à cause de vous autres. Et donc, il va en tuer un des 2. Il va prendre le deuxième, il le capture puis il s'en sert comme d'un bouclier humain. Comme dans un film, là. Il traîne sur son... Et donc là, avec l'Allemand, il s'approche du groupe, avec son bouclier humain, il s'approche d'un groupe de 3 Allemands, il tue les 3. Et là, au moment où la garnison allemande voit ça, les officiers allemands voient l'espèce de détraqué qui se ramène avec ce qui traîne des cadavres comme bouclier humain, puis qui tue les Allemands comme des mouches. Eux paniquent. Et les Allemands vont carrément, la garnison au complet va se rendre à Léo Major. 93 soldats allemands vont se rendre. Attends un peu, capitaine bonhomme, là. Tu me dis qu'un gars tout seul a fait en sorte que 93 soldats allemands se sont rendus one shot. Exactement. Eux autres, ils ont vu l'espèce de Rambo s'amener. Ils ont dit, oh, non, merci. Mais ça, c'était tout dans son journal où il y a des preuves tangibles de ça. Il y a beaucoup de preuves tangibles, mais ça a pris des années, notamment, parce qu'effectivement, on n'a pas fini. On est au début de l'histoire. Ouais, il y en a plein d'autres. Le gars, pendant des années, même sa femme le savait pas parce que vous m'auriez pas cru. Et si même si je vous aurais tout dit ça, vous m'auriez pas cru. Alors donc, effectivement, il va ramener les 93 soldats, puis lui, quand il arrive à la base pour une deuxième fois, tu comprends qu'il est considéré vraiment comme une légende. Après avoir ramené le blindé, après avoir battu et revenu après son œil crevé, l'œil gauche, il revient après ça dans les troupes. Donc là, il est vraiment vu comme une espèce de fou dans la tête. Et encore une fois, on essaye en fait, pour une première fois, on va essayer de le décorer. Pour ça, on dit... Ce qui est légitime. Oh oui, tu mérites une médaille. Écoute, t'as ramené 93 prisonniers, t'as tué quelque chose comme 4-5 Allemands toi tout seul, t'as fait des boucliers. Tu sais, c'est d'une preuve de courage que normalement, on ne s'attendait pas d'un soldat. On disait, va voir, va essayer de trouver, parce qu'au matin, on l'avait envoyé en disant, gars, il y a 50 soldats allemands, anglais qui sont partis, qui sont pas revenus. Essaye d'aller voir son où, puis si t'es trouves, tant mieux. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Donc lui, il revient et là, on essaye de lui donner la Distinguished Conduct Medal, qui est une médaille de conduite là, distinguée dans l'armée canadienne. Puis, Léo Major va refuser la médaille parce que elle aurait été remise par Général Montgomery, qui est le général des troupes canadiennes sur place. Puis lui, Léo Major, il trouve que Général Montgomery, c'est un incompétent. Il a ton pain de c'est n'importe quoi. Fait
Il dit non, je la veux pas ta médaille d'incompétent. Ça, je pense que c'est dans notre ADN parce que des histoires de travailleurs d'usine au Saguenay qui arrivent à le 25 puis à le 50 ans puis qui se font donner des montres ou whatever. Pas serrer de main puis rien. Non, mais c'est parce que je connais au moins une histoire que le gars demande, ouais, c'est qui va m'a donner? Ouais, c'est ton foreman. Mon foreman, c'est un crise de cave. Qui se la fout dans le cul, ce mauditement. Je pense qu'il y a un petit peu de nous autres. Un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça, l'ADN évolutive, comme dirait Barrette. Puis bon, ouais, c'est ça. Fait que t'as un capitaine badass qui va refuser les honneurs de son supérieur. Faut avouer qu'il y avait des couilles. On s'entend. Oui, oui, pas mal. Oui, oui. Puis là, c'est pas fini. C'est quelques mois à peine plus tard, là, la guerre continue en Europe. Puis là, lui, il se propose volontaire pour aller ramasser des cadavres sur les champs de bataille. C'est triste, c'est un épisode, c'est difficile à faire. Il y en avait quelques-uns. Il y a beaucoup de cadavres, donc il faut aller les chercher, puis on les rapatrie au pays. Job terrible. Oh, un job pour ceux qui ont vu des documentaires. Là, extrêmement ingrate. Ouais. C'est parce que justement, c'est avec certains de ses amis, puis de ramener. Écoutez, on a des gens qui vont mourir dans le Titanic, puis 100 ans après, on ramène le corps. Mm-hmm. Ça, vous imaginez dans quel état il se trouve, puis on ramène le corps par respect. Donc, à l'époque, l'armée, c'est la même chose. On ne laisse personne derrière, on va chercher les corps. Ouais. Fait que là, t'as Léo Major qui se porte volontaire, parce que c'est une tâche très noble quand même ingrate. Et il va aller avec le prêtre. Normalement, c'est une job de prêtre, ça. Fait que là, il s'en va avec le prêtre dans un truck, puis ils vont pour chercher, puis loader des corps dans la boîte en arrière. C'est trash, mais c'est ça. Et là, il pile sur une mine anti-char. Là, il se blesse pour de vrai. Ouais, pas une mine antipersonnelle, une mine anti-char, faite pour blow up un tank de 40 tonnes. Là. Et donc, là, le véhicule explose. Le prêtre meurt sur le coup. Léo Major, lui, est explosé dans les airs, des mètres dans les airs. Et là, il retombe par terre. Puis il est envoyé à l'hôpital, évidemment, parce qu'il retombe lourdement. Puis là, rendu à l'hôpital pour une deuxième fois, là, il se fait dire, là, c'est sérieux. Cette fois-ci, par exemple, là, mon ami, il dit, je les ai ici, là. Il dit, tu as 2 côtes cassées. Il dit, deux enflures, pardon. Il dit, OK, le dos fracturé à 3 endroits, une entorse dans chaque pied, puis 4 côtes cassées. Fait que là, c'est pas mal fini. Là, le médecin, il dit, bon, là, ta guerre est finie pour de vrai. Même Patrice Bergeron aurait pas joué en finale à manger de même. Non, effectivement. Là, il dit, tu retournes à Londres. Tu vas te faire soigner, là, c'est parce que cette fois-ci, c'est sérieux, puis regarde, c'est dangereux pour ta santé. Mais là, pour une raison, avec ses côtes cassées, 4 côtes cassées, son dos cassé à 3 places, fracturé à 3 places, ses 2 entorses. Pour une raison que juste lui pourrait vous expliquer aujourd'hui, là, Léo Major décide de se sauver de l'hôpital après une semaine. Une semaine. Il décide de se sauver de l'hôpital. Puis là, il voyage, là, il y a pas personne qui sait c'est où. Lui, il est en Europe, c'est un petit Québécois en Europe, comme ça, il n'y a pas plus rapport qu'un autre, il est pas avec son unité. Donc, il va se sauver, il va voyager clandestinement en Europe pendant des semaines, à coucher chez les habitants, à manger chez eux, à se faire accueillir chez du monde, comme ça, à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il retrouve son unité. Fait qu'il va aller marcher jusqu'au front, prendre un train à gauche, à droite. Il retrouve son unité. Incroyable. Et là, quand il débarque là, t'imagines, il est vu comme une espèce de vraiment un vrai détraqué mental, là, de dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Lui, il est pas tuable. Il fait un peu peur, oui. Là, ses collègues, donc, le voient, ça n'a aucun espèce de sens. Et lui se présente donc à Zwolle, qui est une ville à ce moment-là qui est défendue par les Allemands, là, de façon extrêmement violente. C'est un carnage total. C'est une ville des Pays-Bas. Chaque jour, t'as 50 Canadiens qui meurent à essayer de reprendre la ville. Pas des soldats, des Canadiens spécifiquement qui essaient de reprendre la ville. Fait que donc, Léo arrive là, puis là, on lui dit, on a besoin d'un volontaire pour aller dans la ville, juste voir d'où ça tire, tu sais, ils sont où les positions ennemies, puis là on va être capable de penser à un plan, quelque chose. Et donc lui il va, puis il se porte volontaire. Encore une fois, c'est un désastre, personne veut faire ce genre de tâche-là. Et lui il dit, je vais y aller. C'est des missions suicides. Ouais, exactement. Il aimait pas la vie, hein? Non, c'est on se pose la question. Fait que là il dit, je vais y aller. Et il amène son meilleur chum avec lui. Et au moment où il rentre dans la ville, à tomber de la nuit, là, ils se disent, on va attendre qu'il fasse pas beau, on va rentrer, qu'il se fasse noir, puis on va rentrer dans la ville tranquillement, on va écouter, on va s'approcher. Et là, en rentrant dans la ville, quelques minutes, son meilleur ami se prend une balle en pleine tête et meurt devant ses yeux, à côté de lui. Et là, Léo Major, vous le devinerez, était déjà, on peut présumer que c'était quelqu'un d'assez vengeur, instable, je sais pas, mais disons qu'il y avait un penchant pour la violence. Et donc, lui, quand ça arrive, il dit non, il dit, je termine ma mission puis je la termine tout seul, en l'honneur de mon chum qui est mort. Et il va rentrer dans la ville, puis là, vraiment, Rambo, c'est une image, mais imaginez-vous Rambo, là, parce que là, il rentre dans la ville en mitraillant avec une arme dans chaque main. Denis avait raison, c'est le Punisher. Parce qu'il a pris la mitraillette de son chum pour faire à clair. Fait qu'il rentre à 2 armes,
Je veux, excuse-moi, c'est parce que je montre. Il ressemble au Punisher qui niaise. Ce que t'es en train de raconter, ça me fait penser au Punisher, puis je suis allé voir des photos de Léo Major. Double gun. Ça ressemble à ça pas mal. Ben, c'est ça. Fait que lui, il ramasse la mitraillette de son ami, puis là, il rentre dans la ville, en mitraillant à gauche, à droite, puis en tirant des grenades dans toutes les maisons qu'il voit. Ben, pourquoi? Pas parce qu'il a vu des Allemands. Parce qu'il veut faire accraire aux Allemands que c'est toute l'armée canadienne au complet qui est en train d'envahir la ville. Et n'est pas un gars tout seul, ouais. C'est ça. Ce mec-là, il se met à lancer. Et là, dans sa rage, il vire complètement fou. Écoute, il va mettre le feu au siège de la Gestapo, qui est la police secrète du régime nazi. Ensuite de ça, il va continuer son chemin. Il va prendre d'assaut le quartier général des SS, à lui tout seul. Là, à chaque fois, une douzaine de fois, il va rencontrer des groupes de 8 à 10 Allemands, là, ils sont surpris de le voir là, ils ont pas d'armes, ils sont pas prêts. Et donc, lui, il débarque, rentre des pièces, et à chaque fois, les 8-10 Allemands, il sort de la corde, il les attache en petit train, il les amène en dehors de la ville, il les laisse à ses chums canadiens, voilà, 8-10 de plus. Il retourne en ville, et il refait ça pendant toute la nuit. Personne ne voulait y donner un coup de main, non? Personne, ben non, mais là, le monde le regarde aller, il dit, mais c'est un malade, il finira pas sa nuit à faire ça, tu sais. Et le lendemain matin, là, lui, il se rend compte, mais c'est silencieux, il y a rien qui se passe dans cette ville-là. C'est une ville de 50 000 habitants, là. Fait que là, les Allemands sont partis. Les Allemands ont battu en retraite pendant la nuit parce qu'ils ont eu peur. Et donc, lui, il s'en va à la radio. Il se promène seul dans les rues, là. Tout le monde est caché. Ils ont juste entendu des balles, des bombes. Donc, lui, il se rend à la radio, tout seul. La radio de la ville. Et il annonce dans le micro, comme si on était ici, là, à la Radio X. Hey, c'est fini. La ville est libérée, gang. Vous pouvez sortir. Et là, les 50 000 habitants se mettent à sortir dans les rues. Puis, tu sais, ce gars-là, encore aujourd'hui, là, il y a une grande avenue à son nom, à Zwolle. Il est célébré comme un héros, comme un libérateur, comme un dieu parmi les hommes. Là-bas, ils savent c'est qui. Ouais, parce qu'ils savent très bien l'histoire. Ça fait que là, il va libérer une ville de 50 000 habitants à lui seul, qui coûtait 50 Canadiens par jour. Hey. La guerre finit. Les Allemands finissent par être vaincus, finalement, notamment à cause du travail incroyable de Léo Major et de ses collègues. Puis là, lui, il revient au Québec. Mais comme on peut deviner, c'est pas nécessairement un gars pour travailler dans un champ, puis... Dans le day-to-day, il doit trouver sa plate, hein? Un peu, ouais, un peu. Surtout que ça fait depuis 19 ans là qu'il était parti quand même. Là. Écoute, c'est pas du tout du même ressort, mais on a de la misère à s'imaginer à quel point l'information voyageait mal à l'époque. Puis quand on faisait de la propagande de guerre, on pensait aux États-Unis avant de penser au Québec. Oui. Maurice Mad Dog Vachon a gagné une médaille aux Olympiques et quand il est revenu au Québec, personne le savait parce que la nouvelle s'était pas rendue. Exact. Donc, j'imagine qu'un soldat qui commet des actes héroïques revient au Québec, s'attend peut-être à être célébré comme un héros tout de suite en partant, sortant de l'avion, mais faut se rappeler, là, il y a pas de téléphone cellulaire, il y a pas de rapport de guerre. La guerre finie, on gagne la guerre, tu sais, on s'attend pas à qui a fait quoi. C'est yes, on a gagné. Donc là, lui, il revient au pays, pis t'as raison. Premièrement, il en parle même pas parce qu'il dit personne me croirait. Même si je dis ça à des gens, ils ne me croiront pas. Il a refusé sa médaille. Il a même pas la médaille pour prouver que c'est arrivé, tu sais. Alors puis finalement on va le couvrir une deuxième fois là d'une médaille, la foi des soldats qu'il a sauvés. Oui. Mais là quand il revient au Québec, il trouve ça plate. Évidemment, il est avec sa femme, c'est pas nécessairement un gars de famille. C'est un gars qui passe beaucoup de temps à penser à son passé puis à laisse-moi deviner, ça a laissé quelques cicatrices entre ses deux oreilles. Peut-être, honnêtement, l'histoire ne le dit pas à cet égard-là, mais une chose est sûre, ça lui manque. Parce que quelques années après, les gens le savent, c'est la grande oubliée, la guerre de Corée survient. Et là, il y a quelques Canadiens, pas beaucoup, mais il y a quelques Canadiens qui vont aller s'engager. Excuse-moi, Ben, parce que il y a Maxime qui nous texte, puis il y a des gens qui te suivent attentivement, là, il dit « Hey, il est mieux de pas oublier la guerre de Corée, parce que Léo l'a fait aussi. » On est rendu là. Gars, inquiétez-vous pas, je l'aime autant que vous autres. C'est malade. Ben, je mets son t-shirt de Léo Major actuellement. C'est ça, exact. Avec ma petite capuche. Puis non, ben c'est ça. Fait que lui, il va là en guerre de Corée. Puis là, quand il arrive en Corée, comme je te dis, c'est un héros de guerre. Là. Il est reconnu par tout le monde, même s'il est pas au Québec, il est pas vu comme une vedette. Lui, les militaires le savent ce qu'il a fait. Là. Puis il est vu comme un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est une espèce de champion international quand il arrive en Corée. Et là, il se présente en Corée. Puis il y a une colline qui vient de passer aux mains des Chinois. C'est une colline extrêmement stratégique. Là, c'est à la division des territoires. Au-dessus de la colline, il y a des lots, des crêtes d'munitions, des grosses boîtes de munitions presque à volonté. Donc, ils savent très bien que si ça tombe aux mains des Chinois puis qu'ils le tiennent, c'en est presque fini là, pour la coalition, puis c'en est presque fini pour les Canadiens. Donc, là, le général va faire venir Léo Major.
Il va lui dire, le général qui est sur place encore, il va faire venir Léo-Major puis il va lui dire, écoute mon ami, là, t'es une vedette. Les gars vont te suivre à travers les flammes de l'enfer si tu leur demandes. Est-ce que tu peux m'aider? Et Léo-Major va dire, oui, mais il va poser ses conditions. Ses conditions sont assez simples. Il va dire, je veux choisir mes hommes, puis une fois qu'on a fini puis que la job est faite, je veux que mes hommes aient 8 jours de congé chacun, puis une bouteille de rhum. Bon négociateur. Yo-ho! Non négociable. J'aime ça de même. Ça fait qu'il va, effectivement, il va prendre la colline après quelques jours. Puis là, les chiffres sont hallucinants, là. Je veux avoir les chiffres exacts pour pas te dire n'importe quoi. Ils vont défendre Léo et ses 18 hommes. Ils vont défendre contre 2 divisions chinoises complètes. C'est environ 14 000 hommes. Contre 18. Pendant 3 jours, il va repousser 7 attaques venant de 4 directions différentes. Un héros jusqu'au bout. Tu dis, il va prendre la colline et ils vont effectivement le donner. Puis je me souviens bien, il a même été décoré pour cet épisode-là aussi en Corée du Nord. En Corée, ça serait à vérifier, mais il me semble qu'il avait essayé de décorer aussi. Ce qui est incroyable là-dedans, puis je comprends qu'il faut en prendre, puis il faut en laisser dans une certaine mesure. Tu sais, c'est un héros plus grand que nature, mais tu sais, on vit dans un monde où plein de jeunes ont joué à Metal Gear Solid ou à Assassin's Creed, ont vu la série Punisher, ont vu les films de Capitaine America. Ben Christy, on en a un de même puis il a existé pour vrai. Ben oui, puis moi ça m'a frustré autant que ça m'a rendu heureux quand j'ai découvert cette histoire-là il y a quelques mois, parce que d'abord ça m'a rendu heureux de savoir qu'on a ces références-là, qu'on a ça dans notre patrimoine, des héros de guerre, des gens qui sont battus, puis sans nécessairement glorifier la guerre, là. On devrait être capable de reconnaître quand même le sacrifice de ces gens-là qui sont pas battus. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas le Vietnam là non plus là. Non. C'est battu pour une cause extrêmement noble, puis à ce moment-là, ça n'est pas un conscrit qui a été se battre de force, c'est quelqu'un qui a choisi volontairement de le faire. Ouais. Puis qu'on soit incapable de reconnaître ça aujourd'hui, autant ça m'a rendu heureux quand j'ai découvert l'histoire, ça m'a rendu triste. De savoir que ça a pris autant de temps avec ta découverte. Ça a pris autant de temps. Puis tu sais, aujourd'hui là, c'est pas normal que Léo-Major ce soit un nom inconnu des Québécois. Pourquoi, hein? Est-ce qu'on sait pourquoi? J'en ai aucune idée. Puis c'est ce que je te disais tantôt, puis c'est pour ça que je voulais terminer avec ça, là, parce que le monde entier considère ce gars-là comme étant un des plus grands soldats d'infanterie du 20e siècle. Puis là, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi, là, maintenant, après l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la décence ou la colonne vertébrale, autant au Québec qu'au Canada, d'avoir moindrement un monument, une plaque, ben oui, une rue. Il y a rien. Il y a rien. J'ai cherché tantôt à tour de bras pour revérifier, je veux pas dire n'importe quoi. Pas de rue, pas de monument, pas de plaque, pas de statue, pas de parc Léo-Major. Là, j'ai une question pour la Commission de la toponymie du Québec aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez pour faire vos devoirs? Qu'est-ce qu'on attend pour nommer une avenue à Québec, à Montréal, une grande avenue au nom de Léo-Major? Pourquoi les Pays-Bas sont capables de se souvenir de notre propre héros, puis de chanter des poèmes, puis des tunes, puis de nommer une avenue à son nom? Mais pas nous autres. Puis nous autres, non seulement on ne l'honore pas, on ne sait même pas c'est qui. Dans un monde où on a reconnu les exploits de Louis C., d'Alexis le Trotteur, de Maurice Richard et ainsi de suite, il me semble que Léo-Major devrait faire partie de ces légendes-là qu'on se raconte d'une façon ou d'une autre. Ben oui, exactement. Sauf que c'est pour ça, regarde, la commission de toponymie, là. Veux-tu avoir du fun? Va voir Google Maps un moment donné, puis regarde le nom des lacs dans le nord du Québec. Tu vas avoir du fun en tabarnouche. Tu vas voir que des fois, commission de toponymie, là, les 13-14 000 lacs, ils ont cherché longtemps pour leur trouver des noms. Ouais. Mais là, c'est se poser la question, pourquoi qu'on a une rue à Amherst à Montréal, mais pourquoi qu'on n'a pas, puis on s'est parlé d'Amherst la semaine il y a 2 semaines avec l'incendie du Parlement. Pourquoi qu'on a une rue à Amherst d'une espèce d'orangiste, puis qu'on n'a pas une rue au nom de Léo-Major? Pourquoi que commission de toponymie, là, ça a l'air à passant, je parle commission de toponymie, je suis chien, là. Ils l'ont mis sur une liste. Ça veut dire que 10 ans, ils devraient peut-être, éventuellement, s'ils considèrent avoir quelque chose au nom de Léo-Major. Ce sera un lac, ce sera une rivière, un ruisseau, ou bien une usine de biométhanisation. C'est pas encore. Sauf on va nommer quelque chose. Mais tu sais, j'aime beaucoup le texto de Lennox et je vous le lis tel quel. Il dit Léo-Major nous aurait ramené les Nordiques en hostie. Écoute, faut tout reprendre
les jokes de Chuck Norris puis les donner d'office à Léo Major. Ben oui, absolument. Exactement. Hey, Benjamin, fascinant. Merci beaucoup. Merci, grand plaisir. Puis Denis, tu me donnes-tu un petit 15 secondes si on peut faire ça la semaine prochaine? J'aimerais ça te dire un petit quelque chose, 15 secondes. Ah oui, donc. J'ai sorti, là, pour trouver la liste de ce que j'allais vous parler cette semaine sur une enveloppe, vous voyez, Desjardins, que j'ai pas encore ouvert, qu'il faudra que j'ouvre pour répondre à ce qu'ils ont là-dedans. Éventuellement. Oui. Éventuellement. J'ai sorti la liste des sujets qu'on a traités dans cette chronique ici. Là, j'avais les émeutes de Québec en 1918. La crise au Yémen. On s'est parlé d'exportation de l'eau québécoise, d'espionnage chinois avec des puces dans nos appareils. On s'est parlé de manipulation génétique, du projet Mec-Ultra, d'exploration spatiale, du maire de Montréal dans un camp de concentration à Petawawa, des sous-marins d'Hitler dans le fleuve Saint-Laurent. On s'est parlé d'opération Need Pitch quand ils pensaient envahir le Québec parce qu'il y avait un référendum en 80. On s'est parlé de Léo Major, de l'incendie du Parlement, de la prise de Québec, de l'imprimerie 3D. Je voulais, en regardant tout ça, là, je voulais vous remercier autant Véro que Denis, que la station au complet, d'avoir donné l'opportunité de faire des trucs comme ça sur une antenne du genre de Radio X à grande audience. C'est d'une audace incroyable. Sur des heures de grande écoute comme on a actuellement, de parler sur votre show de trucs comme ça avec un gars comme moi, c'est d'une audace incroyable. Puis je le vois quand j'en parle que ça vous intéresse pour vrai. Oui. C'est pas juste vous faites votre job, puis si oui, vous la feriez bien, mais c'est pas ça. Ça vous intéresse pour vrai. Fait que honnêtement, je voulais prendre le temps de vous remercier pour ça. Parce que quand je regarde les sujets, je pourrais pas passer ce liste-là dans n'importe quel média. Ça tire partout, c'est certain. Ouais. Mais écoute, je te renvoie la balle. Quel bon vulgarisateur, tu sais, pour faire ça. Ça serait difficile d'aborder ces sujets-là avec quelqu'un d'autre, mais quand t'es arrivé ici avec ton énergie, ta passion, on était seulement supposé parler de politique actuelle puis des événements qui se passent sous nos yeux. Mais puis je vais donner le crédit. Rich est pas là, mais je vais donner le crédit à Rich parce que c'est le premier qui m'a dit, hey, t'as-tu écouté ces capsules sur Internet? En nous envoyant des liens. Va en écouter 4-5. Il y a de quoi faire avec ça. Puis regarde, on va se le dire, là, les stations de radio présentement se débattent, un, pour survivre, et deux, pour essayer de trouver des trucs que les autres font pas, pour sortir de la boîte un peu. Puis nous autres, ce qu'on fait désespérément, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de sortir un peu des sentiers battus puis de répéter toute la même affaire que vous avez entendue à journée longue. Puis c'est pas Léo Major, mais c'est d'un grand courage. C'est pas dans la même catégorie. Merci beaucoup, Gab. Hey, Benjamin, pour les gens qui s'intéressent 7 jours sur Terre, on te retrouve sur Facebook pour jaser politique, pour jaser vision par en avant, par en arrière et ainsi de suite. Beaucoup de perspectives, beaucoup d'intelligence, puis on va continuer de triper ensemble avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Véro? On a des problèmes dans la circulation. D'abord sur Capitale en direction est à la hauteur de l'autoroute Laurentienne. La voie de gauche est bloquée par un accident. Et sur Henri IV en direction nord, à la hauteur du boulevard Hochelaga, la voie de droite est bloquée. C'est un véhicule en panne. Le ministère des Transports qui est sur place. Maintenant et jusqu'au vendredi 10 mai, visitez Pharmaprix pour obtenir 20 fois les points à l'achat de cosmétiques. Plus de points égale plus de